Nouvelle édition d'information sur la télévision Shekina, dont voici les titres. Une jeune Gabonaise sans emploi vient de mettre au monde des triplés à la clinique Biogé. Mère et enfant, faute de paiement d'une facture d'un montant de près d'1 million de francs CFA, sont toujours retenus dans la dite structure sanitaire. C'est l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a servi de cadre à la remise d'équipements sportifs aux dirigeants et aux joueuses de l'équipe d'Amazon FC de la part de Nicole Assélé en sa qualité de marraine de cette équipe. C'est le sommaire de ce journal. Les détails, c'est maintenant. Je vous l'annonçais à l'instant, après avoir mis au monde des triplés, un couple gabonais lance un appel à l'aide à l'État gabonais, aux organismes internationaux en charge des questions humanitaires et à toute personne de bonne foi. À cet effet, je vous invite à suivre ce reportage signé sur les images de Bertrand Koumileka. C'est un véritable appel à l'aide que lance le couple Diviaquet après avoir mis au monde le dimanche 2 avril 2017 de magnifiques triplés de sexe féminin, ayant totalisé 13 jours d'hospitalisation dans une clinique de la place. Le montant de la facture s'élèverait à 910 000 francs CFA, somme que ce couple gabonais ne possède pas. D'où ce cri d'alarme à l'endroit des personnes de bonne volonté. Mon épouse a accouché le 2 avril. Elle a commencé à suivre les visites à la PMI de glace. Là-bas, ils se sont rendus compte qu'elle avait des triplés. À l'issue de ça, les dames traitantes de là-bas lui ont conseillé d'être en contact avec un gynécologue. Et nous, on a fait la connaissance du docteur Akoué. C'est comme ça qu'on a été orienté ici à la clinique Biogé. Le 27, lundi 27 mars, mon épouse est venue pour des visites. Donc, à l'issue de ces visites, on lui a dit de ne plus partir à la maison parce que sa tension était trop élevée et on ne pouvait plus accepter qu'elle reparte. Et vu que sa grossesse était une grossesse à haut risque, 3 enfants, on a dû le garder depuis le 27. Elle a accouché le 2 avril à 18h. Depuis lors, elle a accouché par césarienne. Ça n'a pas été facile. Dieu a rendu grâce, Dieu nous a aidés. Elle est en vie. Les enfants se portent bien, 3 magnifiques filles. Pour cela, j'interpelle toutes les personnes de bonne foi, les ONG, les associations, tous les groupements possibles, les commerçants, les opérateurs de téléphonie mobile, toutes les assurances, tous les gouvernants. Je lance un appel patriotique à tous les Gabonais de l'étranger comme ceux qui sont ici au Gabon, de nous venir en aide pour que ma femme puisse sortir de la clinique. On a une facture de 910 000 à régler au plus tard le 7. Après un dossier déposé au ministère des Affaires sociales et des parutions dans certaines presses écrites, le couple n'a jusque-là reçu aucun soutien financier ou matériel de qui que ce soit. Jusque-là, j'ai cogné des portes, je n'ai pas encore obtenu d'aide. Je n'ai pas obtenu de l'aide. Je suis à la clinique Biogé. Venez à notre secours, ma femme et moi, nous aider à sortir les enfants. La facture s'élève à 910 000. La maman, présentant encore des signes de fatigue dus à l'accouchement, est tout de même heureuse et appelle également à un élan de cœur de la première dame, Sylvia Bongo Ndimba. C'est rare, je suis très contente jusqu'à présent. Sur moi, je ne m'en reviens pas, mais c'est à la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. Les enfants se portent bien et moi aussi, je me porte bien. Je demande de l'aide à toute personne de bonne foi pour venir nous aider. À la première dame et aux ONG, les ambassadeurs, tout le monde. Merci. Afin que ce couple regagne leur domicile, vos contributions morales, matérielles et surtout financières sont attendues au 07 29 84 73 ou au 07 65 02 42. Des numéros sur lesquels vous pourrez également effectuer des transferts via RTL Money.
Nous poursuivons parler cette fois-ci des voiries dans la capitale gabonaise après celle de Montalier hier, cap à présent sur celle qui jouxte le stade de Nzengayon. Sa dégradation serait exponentielle. C'est du moins ce que nous rapportent Arnaud Babokoum et Bertrand Koumileka dans ce reportage. À chaque jour, un tronçon routier urbain, celui que nous passons en revue ce jour est tout comme le précédent, un des axes les plus fréquentés du 6e arrondissement. Il s'agit de l'intersection qui borde l'arrière du stade Nzengayon. Ce carrefour se dégrade davantage, la chaussée étant éventrée de part et d'autre, contraignant ainsi les automobilistes à plus de mobilité en traversant ce périmètre. Mais au cœur des stratagèmes de traverser, une étape est absolument inévitable, quelle qu'en soit l'habileté du conducteur, c'est la baignade. Il n'y a pas seulement les automobilistes, les piétons qui empruntent cette voie pour rallier les espaces commerciaux non loin de là usent de la même stratégie. À la différence des conducteurs, il faut quelques secours entre les gravats et pierres pour éviter cette eau nocive pour la santé. Des scénarios quotidiennement vécus dans les coins reculés du pays, pourtant nous sommes bien au cœur de la capitale gabonaise où cette voie de communication a connu une cure de jouvence, somme toute cosmétique, peut-on conclure aisément aujourd'hui, et cela pose le problème de la qualité des travaux effectués après un appel d'offres. La concurrence déloyale bat son plein du côté de l'ancienne gare routière, notamment au niveau des commerçants des pièces détachées ou des marcheurs et vendeurs ambulants se bousculent au détriment des détenteurs de box. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Les détails avec Inès Ngungamombo. La vente à la sauvette des pièces détachées automobiles d'origine comme d'occasion est une activité qui se développe à la gare routière de Libreville. Ici, on trouve des démarcheurs, commerçants à la sauvette et ceux ayant des box équipées de tout matériel automobile. Cependant, cet exercice auquel se prêtent les démarcheurs et commerçants ambulants n'est pas sans conséquence. Les clients sont apostrophés dans la rue parce qu'il faut faire le chiffre d'affaires pour essayer de survivre, tandis que les occupants des box regardent vers le ciel pour espérer voir un client arriver jusqu'à eux. Dans le cas contraire, la connaissance devient la seule source de revenus. Selon certaines indiscrétions, ces derniers ne sont pas à même d'interdire les autres de vendre devant leur déventure du fait qu'ils payent les taxes journalières à la mairie. Par ailleurs, la connexion avec quelques démarcheurs peut amener à vendre une quantité de pièces et rentrer le soir avec une modique somme d'argent. La foi, l'endurance et la détermination sont le leitmotiv de ces commerçants qui ne savent plus à quel sens se vouer. L'autorité municipale en charge de la régulation de l'occupation de l'espace public devrait faire une descente sur le terrain pour remédier à ce problème qui n'a que trop duré. Ce journal se poursuit avec cet élan de solidarité du ministre délégué à l'économie Noël Mbumba envers les familles victimes d'un violent incendie au quartier Matiti 2 dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Un reportage de Marius Nonda pour le compte de Mediaplus. C'est avec promptitude que le ministre délégué à l'économie Noël Mbumba, par ailleurs membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, a répondu à la détresse de 4 familles victimes d'un violent incendie dans la matinée du 16 mars 2017 au quartier Matiti 2 dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. En lieu et place du donateur empêché, c'est une délégation conduite par le chargé de mission Alain Badiga qui a effectué le geste, traduisant ainsi la solidarité du membre du gouvernement envers ses frères et sœurs. Il a appris hier ce sinistre, donc pour lui il ne devait pas rester à marge de cet événement. Il a donc décidé, il devait être là ce matin, mais malheureusement, vu son calendrier de travail, il ne peut plus être là ce matin. Comme vous le savez, le ministre Noël Mbumba, c'est une personne de partage, c'est un homme de partage. Donc il a bien voulu qu'on assiste à cette famille en détresse. C'est pour cela que nous sommes là. Et pour cela, il nous a mandaté
de donner à cette famille en détresse ces présents que vous voyez. Pour le premier responsable de la fédération communale D du Parti démocratique gabonais, l'acte du membre du bureau politique est fort louable. L'acte déjà posé par le membre du bureau politique, c'est un acte qui nous soulage dans le sens que ça fait en sorte que le parti essaye de relever un peu la tête. Alors donc je ne peux que me réjouir de cette action que vient de poser le ministre Noël Mbumba. C'est avec beaucoup de gratitude que les victimes ont accueilli cette aide de leur frère et fils Noël Mbumba. Je vous remercie d'abord pour cette assistance et je vous dirai encore que pour le ministre Mbumba, qu'on lui remercie sincèrement. Mais logiquement, moi personnellement, je n'étais pas là. Je reviens d'un voyage, c'est comme ça que je viens trouver ma maison, elle est partie en flammes et on a tout perdu exactement. Mais je vous remercie beaucoup et qu'on attend votre retour, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je ne travaille plus. Je suis retraité depuis. Quelle somme de retraite que je suis en train de faire avec le petit-fils là que j'amène là. Je ne sais pas comment faire. Mais je remercie ce que vous m'avez amené. Je vous remercie beaucoup. Composé de matelas, ventilateurs, moustiquaires, seaux entre autres et d'enveloppes, cette assistance devrait permettre à ses compatriotes de répondre aux besoins immédiats en attendant d'autres actions. Toujours dans la province de l'Ogooué-Maritime, en visite à Port-Gentil, le ministre de la Justice a rencontré les agents de la juridiction de la ville pour s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Retrouvons à nouveau Marius Nonda dans ce reportage. C'est dans la suite logique des tournées entamées dans la province de Haut-Ogooué que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a effectué une visite des juridictions de la capitale économique. Au palais de justice de Port-Gentil, accompagné du gouverneur, où il a été accueilli par le premier président de la cour d'appel, le garde des Sceaux a constaté les conditions de travail des magistrats, d'abord au siège, puis au parquet de la République, à la cour d'appel judiciaire et enfin au parquet général. Une situation résumée par le procureur général lors de la rencontre tenue à la salle d'audience. La juridiction de Port-Gentil, comme celle des autres provinces, connaît d'énormes problèmes de fonctionnement sur le plan des structures, du personnel et du matériel. Le bâtiment qui abrite notre palais de justice date de 1982. Aussi, pendant les événements de 1990 et 1993, il a subi des incendies des manifestants. Au regard de ce sombre et inquiétant constat, nous sollicitons qu'une réflexion totale du palais soit faite dans un délai à court terme. Sur le plan du personnel, notre juridiction souffre d'une insuffisance criarde en personnel, ce qui affecte considérablement notre rendement alors qu'elle est la deuxième du pays au regard du volume du contentieux. En réponse à cela, le ministre de la Justice fera cette adresse. Si il avait commencé sur le besoin, il faut aussi réfléchir sur le fonctionnement de la maison de justice. Il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la manière dont nous devons tenir. Je souhaite que vous encadrez les jeunes qui sont. Mais ce n'est pas les jeunes seuls. Parce qu'ici, la pression est forte. Le magistrat doit être digne. La pression est forte, c'est une ville économique. Vous savez les canaux que vous avez pour que de temps en temps vous retrouvez à l'Assemblée générale pour régler les problèmes internes. Utilisez ces canaux. Je souhaite vivement que les vieux magistrats puissent travailler la main dans la main comme par le passé. On commence à constater quelques dérapages. La considération entre les uns et les autres. Même situation évoquée à la prison centrale de Port-Gentil, où les conditions de travail des matons
et des détentions des prisonniers ont été portés à l'attention du garde des Sceaux. Le site devant abriter la juridiction administrative a constitué le clos de cette tournée. Et dans le volet éducation de ce journal, Maître Dibangohi Lundu Martial, avocat de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, a tenu à édifier la presse sur le statut juridique et les recours de cette intersyndicale. Étaient présents pour le compte de la rédaction de TVS, Fabiola Mengue et Bertrand Oumileka. Dans une déclaration publiée sur son site mardi 28 mars, l'Union européenne a émis de sérieux doutes quant à la qualité et à l'issue du dialogue politique qui se tient actuellement. Suivons à cet effet cette analyse de Fabiola Mengue. Comment tout cela finira-t-il quand le processus censé déboucher sur le dialogue national prôné par le chef de l'exécutif gabonais est en panne? Au Parti démocratique gabonais, comme dans les formations de la majorité, les électeurs soutiennent cette idée sans savoir à quelle sauce ils seront mangés. Dans l'opposition, deux écoles s'opposent sans savoir retourner la question dans tous les sens. Manifestement, l'espoir de voir cette grande messe déboucher sur des avancées positives s'éloigne. Le pays glisse inévitablement vers une impasse. Comme le dit l'Union européenne dans son discours du 28 mars 2017 sur la fiabilité de ses assises du dialogue national, je cite, « L'Union européenne reste convaincue que seul un dialogue réellement inclusif et débouchant
sur des réformes structurelles peut apaiser les tensions politiques et sociales au Gabon. Aussi, l'organisation a-t-elle rappelé aux autorités gabonaises les recommandations faites par la mission d'observation électorale de l'Union européenne lors de la présentation de son rapport final en décembre 2016 à Libreville. Au Gabon, bien que des promesses aient été faites dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, l'Union européenne doute d'avoir été bien entendue. En somme, un échec salué par les fondamentalismes des deux camps, la régression politique vers une période anesthésiante, avec une prime, le discrédit de la classe politique. Pourtant, une solution politique demeure indispensable. Une analyse froide s'y impose, comme le suggère l'Union européenne, au-delà des convenances et carrières personnelles. En politique, le dialogue est un outil. Généralement, il débouche sur des compromis. Quelquefois, il se solde par des tensions, voire des déchirures. Les organisateurs du dialogue national voulu par le chef de l'État gabonais pourraient bien en faire une expérience douloureuse. Au cours de la grande nuit du retour à l'envoyeur, le révérend docteur Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekinah, a boosté la foi d'un homme, d'une femme par la qualité de la parole qui a été prêchée, et les fidèles sortent de là bénis et édifiés. Les temps forts avec Inès Mbungamombo. Face aux difficultés de la vie, nombre de personnes perdent la foi, la confiance en soi, au point de se sous-estimer. Mais au cours de la grande nuit du retour en envoyeur dans sa 11e édition qui avait pour thème coup pour coup, le révérend Dr Louis Badinga, leader du Centre mondial Shekinah, a ramené la confiance d'un homme et d'une femme par la parole qui a été libérée. Pendant ce moment d'enseignement et de fortification, l'orateur a rappelé aux uns aux autres qu'ils étaient les hommes de la situation, les instruments choisis par Dieu. Je t'annonce que c'est toi. Tu es l'instrument qu'il s'est choisi. Tu es son choix. Mesdames et messieurs, alors Israël faisait face à la famille au temps de Gédéon. Le besoin d'Israël, ce n'était pas le pain. Le besoin d'Israël, ce n'était pas l'argent. Le besoin d'Israël, c'était que l'homme de Dieu avait choisi en ce temps particulier. Soit adoré. Tu es l'homme et la femme pour ton temps. Tu es l'homme et la femme pour ton temps. Tu es l'homme et la femme pour ton temps. Tu es l'homme et la femme pour ton temps. C'est pourquoi ne sous-estime jamais les maîtres efforts que tu fournis. Dieu n'a jamais négligé les femmes de commencement. C'est pourquoi Dieu autorise cette tâche aux femmes de commencement. Parce qu'il sait que c'est à travers les femmes de commencement que les grands exploits finissent toujours par s'accomplir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Commence avec ce petit-là. Le plus souvent, l'homme en général néglige les faibles commencements. Or, qu'au sortir de cette nuit, d'aucuns pourront prendre un nouveau départ dans la fructification de leurs affaires avec de telles paroles relâchées par le révérend Dr Louis Badinga. Regarde au minimum, Dieu s'est toujours choisi le minimum pour apporter le maximum à une génération. Un jour, les apôtres se sont approchés de Jésus. Ils étaient suivis par des multitudes. Et quelqu'un s'est approché de Jésus et a dit Seigneur, rends-moi la foule. Car voici 3 jours qu'elle me suit. Et ils n'ont rien mangé. Jésus a dit. Dieu permet des temps obscurs pour atteindre un but précis, parce que face à une épreuve, nous avons la solution à ce problème. Il n'est plus question de s'apitoyer sur son sort, mais d'affronter la difficulté avec courage et bravoure. Nous restons dans le volet religion. Le 9 avril 2017 se tiendra à Libreville la cérémonie d'ordination du bishop Mabi Chris Mathias. La décision a été prise directement par Church of God Mission Internationale. Plusieurs orateurs invités sont actuellement à Libreville. C'est le cas de l'archevêque Kirby et de l'archevêque Joël Thomas qui se sont exprimés au micro de Pierre Parfait Mbadikoum. I'm Archbishop Kirby Clements. Je suis l'archevêque Kirby Clements. I'm the presiding Archbishop of the International Communion of Charismatic Churches. Je suis représentant des églises méthodistes. And we've come to ordain Bishop Mabi as a bishop here. Et nous venons pour ordonner le bishop Mabi comme un évêque dans ce pays. ICC is an international
coalition or network of leaders around the world. ICCC est un réseau d'hommes de Dieu et éventuellement des évêques dans le monde entier. Well, over 6,000 bishops and leaders around the world. On a à peu près 6000 évêques dans le monde entier. And we feel of the Lord that this is a man that has been recognized by the Lord. Et nous croyons que ce sont des hommes, et particulièrement cet homme qui a été reconnu aussi par Dieu. And we've come to facilitate that. Et nous venons mettre en place des mécanismes de facilitation. I'm Bishop Joel Thomas from Toronto, Canada. Je suis le Bishop Joel Thomas de Toronto, au Canada. My second visit to this beautiful country of Gabon. C'est mon deuxième voyage dans ce beau pays qu'est le Gabon. With beautiful people. Avec un peuple merveilleux. And on my second occasion, et c'est ma deuxième occasion qui m'a été I faite. received wonderful hospitality. Et j'ai reçu un accueil plus que chaleureux. And we are here, et nous sommes ici, like Archbishop Kirby Clements mentioned, comme l'archevêque Kirby Clements l'a mentionné, for the consecration of this great man of God, pour la consécration de ce grand homme de Dieu, Bishop Mabi Chris. Le bishop Mabi Chris, l'évêque Mabi Chris. I believe as God elevates him. Je crois que pour moi une grâce. It's a big opportunity and a grace. De recevoir des grands hommes de Dieu. To receive and to welcome these great men of God. Qui vont être des instruments de bénédiction. Who are going to be a very pour ma personne, pour l'Église et pour le Gabon. Who are going to be a very great tools for the blessing of my life and for the nation of Gabon. Alors, nous disons simplement que Dieu est à l'œuvre. We just want to say that God is working. Et que les uns et les autres en bénéficieront. And it's going to be the blessing for everybody. Je précise aussi que le mouvement ICC. I just want to mention that the ICC organization, Margaret Benson Idaousa, and the Archbishop Margaret Idaousa, est la vice-présidente de is the vice president of this big movement. Et l'archevêque Kirby Clement est le président de ce mouvement. And the Archbishop Kirby Clement is the president of this big movement. Et l'évêque Joel Thomas est aussi dans ce mouvement. And the Bishop Joel Thomas is one of the main person on this movement. Et par la grâce de Dieu, and by God's grace, je serai aussi dans ce and I will be a member of this movement. Alors, je remercie chacun et que Dieu bénisse la nation. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, notamment en Gambie, où les premières élections de l'après Yaya Jammeh ont eu lieu aujourd'hui. Il s'agit de renouveler les membres de l'Assemblée nationale élus pour un mandat de 5 ans. Retrouvons nos confrères de la presse internationale. Dans le centre-ville de Banjul, rien ou presque n'indique l'imminence du scrutin législatif. Mais les Gambiens sont enthousiastes. C'est la première fois en plus de 2 décennies que l'élection est aussi ouverte. Ça va être radicalement différent de toute évidence. Ça va être différent parce qu'avant, il n'y avait qu'un parti. C'est très intéressant et je suis comme tout le monde très contente. Tout le monde a le droit de voter pour le candidat de son choix. 238 candidats sont sur la ligne de départ pour 53 sièges de députés. Du jamais vu de mémoire de président de la commission électorale. Oui, avec cette nouvelle liberté, tout le monde veut être de la fête. Tout le monde veut être politicien. Sur le terrain, 9 partis battent campagne. 7 appartiennent à la coalition présidentielle, telle l'UDP, le Parti démocratique unifié. L'opposition historique, désormais au pouvoir, se veut confiante. Nous avons vraiment une base électorale en Gambie. Et maintenant qu'il y a la démocratie, les gens sont libres de soutenir le parti de leur choix. Et nous allons vraiment voir que l'UDP est le parti que les gens supportent. Mais le parti de l'ancien président, Yaya Jammeh, a lui aussi ses partisans. Les gens attendent la victoire. Cette élection servira de preuve. Tout le monde va savoir que le président Jammeh reste aimé ici en Gambie. La campagne s'est arrêtée mardi à minuit. Le vote débutera jeudi à 8 h du matin, heure locale. Tandis qu'aux USA, la nomination de Steve Bannon, ancien patron du site Breitbart News, avait provoqué au sein du Conseil national de sécurité une vive polémique. Il ne sera resté que 2 petits mois en poste. Presse internationale. Steve Bannon, évincé du Conseil national de sécurité. Une décision prise par Donald Trump en personne, pourtant très proche de ce dernier. Steve Bannon avait été nommé au sein de l'instance en janvier, une accession à un poste prestigieux qui avait choqué
car d'ordinaire, cette place est réservée à des ministres et à des gens appartenant à l'univers militaire ou du renseignement. En résumé, un organe qui cherche à ne surtout pas être politisé. Cela pourrait être la première raison de son éviction. Selon des responsables de la Maison-Blanche, Bannon n'avait participé le mois dernier qu'à une réunion du CNS où il ne jouait plus de rôle actif. Sa mission, selon eux, était de surveiller Michael Flynn, le premier conseiller à la sécurité nationale de Trump. Or, celui-ci a démissionné en février après la découverte de ses contacts cachés avec l'ambassadeur russe à Washington. La présence de Bannon n'aurait donc plus été jugée utile. Ancien marin, officier du Pentagone, banquier chez Goldman Sachs, Steve Bannon a fait fortune en rachetant les droits d'une série télé avant de se tourner vers une carrière de réalisateur de films. Steve Bannon est aussi à la tête du très à droite site d'information Breitbart News. Il est régulièrement accusé d'antisémitisme ou de misogynie. S'il ne peut désormais plus siéger au Conseil national de sécurité, Steve Bannon reste toutefois conseiller en chef de Donald Trump. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, vient de mettre sur pied une équipe de football afin, de promouvoir cette discipline auprès des femmes. Cette équipe a été présentée aujourd'hui en présence de Frem Biyogoedo. Composé des athlètes des lycées et collèges de la place, le gros de ces composants étant de l'Institut national de la jeunesse et des sports, créé il y a seulement 5 mois, des Amazones FC est une émanation des responsables de cette institution qui ont cru bon en mettant en place cette formation qui devrait très bientôt faire ses preuves lors du championnat d'élite de l'Estuaire et à l'occasion du tournoi de football féminin de Tchibanga. Les dirigeants nourrissent déjà une envie de vaincre. Les objectifs, c'est quoi? Nous commençons déjà au plan national. Le championnat de première division chez les filles a commencé. Nous avons déjà livré 3 matchs. Nous avons gagné 2. Nous avons fait un match nul. Les objectifs à court terme déjà, c'est de faire une bonne prestation pour la première saison, finir à peu près dans le carré d'as au moins, dans les 4 premiers, et peut-être viser plus loin à partir de la saison prochaine. Pourquoi pas participer aux compétitions continentales et ainsi de suite. Des ambitions revues à la hausse par celle qui assure le rôle de gardienne du temple. Notre rapport, c'est l'expérience, apporter une expérience d'abord. Et l'objectif premier d'abord, c'est de faire promouvoir le football féminin, de le faire remonter, parce qu'il est en voie de disparition. Et si nous, en ouvrant ce club, pouvons faire promouvoir le football et le faire renaître, ça nous fera plaisir. Les Amazones Football Club ne comptent pas faire de la figuration lors de leur prochaine sortie. Cette équipe d'Amazon FC a également reçu un don d'équipementiers sportifs, un geste de leur marraine Nicole Assélé. Suivons ce reportage de Nicolas Yasser Don. Créée il y a seulement quelques mois, l'équipe féminine d'Amazon FC vient de recevoir un don de matériel sportif. C'est en qualité de ministre de la Jeunesse et des Sports que Nicole Assélé s'est rendu dans les locaux de l'Institut national de la jeunesse et des sports afin d'offrir des équipementiers à ses jeunes frères et sœurs de l'équipe d'Amazon FC. Objectif, promouvoir le football féminin qui est en voie de disparition sur le plan national. Aujourd'hui, vous avez mis l'argent devant. Nous, c'était d'abord le sport, l'amour et la passion du sport. Et d'ailleurs, quand je parle de sport, on sent la passion dans mes paroles. Parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. Je ne l'ai pas fait par à peu près. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait ceci ou il y avait cela. Mais le sport, ça ne veut pas dire que comme on est sportif ici à l'INJS, on va être dernier de la classe. Et on va vous faire passer 0 à 0. Si c'est le cas, moi je serai la première à barrer mon nom. Parce que vous devez montrer maintenant l'exemple. L'exemple du bon sportif, c'est d'apprendre, prenez les valeurs du sport et bien jouer sur le terrain. Donc j'attends que vous soyez en finale et venez voir votre match. Sur ce, Madame la capitaine, je vous remets une paire de petits. J'espère qu'avec ça, vous allez marquer beaucoup de buts. Satisfaits du geste de la tutelle, joueuses et encadreurs ne cachent pas leurs sentiments et promettent être à la hauteur des attentes. Tout ce que j'ai à dire à Madame le ministre, à Madame la présidente d'honneur, c'est merci.
Merci pour tous ces efforts. Merci de nous faire confiance. Et nous allons être à la hauteur de vos attentes. Les filles ont bien compris qu'elles doivent être à l'image de leur président d'honneur. Vous savez ce que je vous dis tous les jours, qu'elles n'aiment pas nos enfants. Et je vous l'ai répété encore hier. Nous allons essayer d'inculquer les valeurs à tous les étudiants de l'IEGS et faire honneur à notre président d'honneur. Merci à vous, madame. Merci pour ce don. Nous allons essayer de l'utiliser à bon escient et surtout, nous allons valoriser l'équipe championne. Je vous promets qu'on va jouer la finale, madame la ministre. Vivement que ce matériel soit remis à qui de droit. C'est par une photo de famille qu'à dirigeants et athlètes on clôt la journée. Et pour refermer le volet sport de cette édition d'information, c'est sur un score de 27 contre 19 que l'équipe de Nzimba Handball s'est séparée de la jeunesse sportive de Mouila lors des phases de poule. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses au regard du spectacle qui était au rendez-vous. C'est du moins ce que nous rapportent Mosconi, Ngonbar et Fleury Aseondo dans ce reportage. C'est dans la tristesse et la tourmente que l'équipe de la jeunesse sportive de Mouila s'est trouvée au terme de leur rencontre face à une force d'équipe de Nzimba dans une rencontre grandeur nature. Une rencontre pourtant équilibrée en première période pour les deux équipes. En deuxième heure, l'accident psychologique avait envahi l'équipe de Nzimba. On pouvait sentir la désolation dans les yeux des joueurs de la JSM. On s'est permis de proposer des jeux face à dans cette compétition. Comme c'est le sport et ils ont été plus forts physiquement. Vous avez vu au niveau du rapport de force, le gros gabarit face à des filles. On ne peut que faire cela. Contrairement à l'équipe de Nzimba, la joie et la domination se faisaient sentir au regard de leur performance. Malgré un réveil tardif pour la JSM, Nzimba va conserver sa domination avec 8 buts d'écart, soit 27 contre 19. Un score sans doute mérité face à une des meilleures équipes de ce tournoi. L'équipe de Senior Academy et Phoenix sont désormais en alerte. Et avant de boucler cette principale édition d'information, dites-nous dans quelle province du Gabon trouve-t-on les chutes de Poubara? Nous sommes là dans la rubrique consacrée à l'expression libre. La chute de Poubara, moi je crois que c'est au Togo. Hein. Je crois que c'est au Togo. Sauf si je me trompe. Les chutes de Poubara. Mais il y a une chute, je pense bien, dans le Haut-Togo. Dans le Haut-Togo. Une chute de Poubara au Haut-Togo. Je pense qu'il y a encore une au Moyen-Ogoué, non? Dans le Moyen-Ogoué, il y a des chutes de Poubara. Il y a deux chutes. Je pense bien. Il y a deux chutes. Il y a une dans le Haut-Togo et je pense une au Moyen-Ogoué. Bon, moi, je suis de aussi autant. Hein? Ouais. Mais justement, parce que bon, s'il a donné ainsi, bon, moi, je peux dire que je ne connais pas pour le moment. C'est le problème. Ouais. Bon, moi je ne connais pas, pardon, hein. Excusez-moi. Aucune idée. Bon, excusez-moi, c'est pas ce que nous voulons que ça marche. Ça doit marcher, mon Dieu. Nous souffrons. Ah, non, les enfants, là, c'est vraiment trop dur. Vous savez pas? Non. La chute de Pumba, c'est pas à la Nyanga par hasard. Pour ceux qui l'ignoraient encore, c'est dans la province du Haut-Togo que l'on retrouve les chutes de Poubara. Sur ce, nous refermons cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Shekina. Au revoir.